Stéphane Singier de Cap Digital. Je suis très honoré d'être avec nos 4 intervenants qui sont tous, on va dire, des anciens et qui ont été souvent en relation avec Cap Digital depuis sa création maintenant, il y a 17 ans. Et pour certains d'entre vous, en fait, je vous connais depuis beaucoup plus longtemps. Mais on ne donnera pas de date. Voilà. Ni de nom. Donc on va commencer par les présentations. C'est un format table ronde, donc on va être extrêmement rapide, dynamique, ce qui n'est pas obligatoirement dans nos habitudes, mais on va tâcher de s'y tenir. Et donc, en 2 minutes, je passe la parole à Judith pour se présenter. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors, je veux bien qu'il y ait les slides qui se mettent en route sur Judith Guez. Ah, ok. Parfait, merci. Alors, 2 minutes. Donc, je suis artiste-chercheur et directrice artistique du festival Recto Verso, qui est un festival d'art numérique qui se passe à Laval, en France. Et dans mes recherches, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'explorer toutes les formes artistiques qui émergent entre le réel et le virtuel, et tous ces espaces où on peut créer des illusions, où on ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui est virtuel. Donc, dans des installations, là, je montre 2 exemples. J'aime bien, par exemple, faire des décors réels, comme ici une chambre d'enfant. On met un casque de réalité virtuelle, on plonge dans le monde virtuel, et ensuite d'emporter le spectateur dans des présences dans d'autres mondes. Là, c'est un autre exemple avec l'absurde, où on rentre dans un monde virtuel jusqu'à un monde complètement surréaliste. Et donc, ce qui m'intéresse sur cette thématique d'outils, c'est d'étudier la présence du spectateur dans le monde virtuel et d'en faire toute une palette de créations. Donc, j'ai étudié beaucoup d'effets de présence, d'effets d'outils, d'illusions qui pouvaient fonctionner. Donc moi, c'était comme des couleurs de palettes de peinture. Et de tout ça, j'ai voulu aller encore plus loin en observant les artistes aussi dans toute cette gamme des illusions réelles virtuelles, en créant avec Laval Virtual, donc qui est un grand salon autour des technologies et de la réalité virtuelle à Laval, le festival Recto Verso, donc qui est un festival autour de l'art, de la réalité virtuelle. Et donc chaque année, on a différentes thématiques. Alors juste pour donner celle de cette année qui sera temps réel, temps virtuel, on accompagne plusieurs artistes à venir exposer. Donc là, je montre juste quelques images pour conclure de différents espaces où on peut voir différentes formes de création dans différents lieux, comme des lieux même de patrimoine et différentes disciplines. Ça peut aller de même art un peu robotique, jeux vidéo, réalité virtuelle. Donc comme on est aussi sur l'idée des nouveaux outils et de l'innovation numérique utilisée pour la création artistique, on peut en voir tout un panel et on a même essayé et fait en 2020 une galerie virtuelle, donc ce qui ouvre aussi beaucoup de questions. Voilà, merci. Merci Judith. Eh ben, on passe à Ma. Voilà, qui doit avoir également une présentation. Bon. Bascule en régie, c'est ça? Ma, donc Emmanuel Berrier, en fait. Je vais commencer parce qu'il faut qu'on fasse court. Moi, j'ai une trajectoire. Je me suis attaché, on n'est pas tellement là pour parler de nous, mais je me suis surtout attaché, moi, à essayer de décrire ma trajectoire, parce que j'ai une trajectoire un peu... Comment on va en arrière? Ah bah voilà, on y est. J'ai une trajectoire un peu particulière. Moi, je viens de la technologie au départ. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'informatique en 77, et puis au travers de diverses aventures, quelques rencontres, je me suis retrouvé finalement à devenir petit à petit un artiste, à force de voir des gens autour de moi travailler, à force de travailler en équipe, j'ai appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, je fais des choses de manière un peu particulière, au sens où je suis devenu vieux et je vois plus très petit d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, je suis un peu un artisan du numérique. Souvent, les gens finissent chez moi quand ils savent pas comment réaliser une installation. Et en fait, je pratique trois activités. Je fais mercenaire, je travaille pour les musées et je fais mes œuvres d'art avec beaucoup moins de contraintes, du coup. J'adore faire VJ, vidéo de jockey, parce que c'est la vraie problématique du temps réel. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être le luthier et le musicien. Donc maintenant, je fabrique des installations interactives, mais ma particularité, c'est que depuis 25 ans, j'utilise mon logiciel qui s'appelle AAAcid, une graine de bonne qualité. Et j'ai décidé de commencer par vous montrer ça.
Ça, c'est une installation qui a été faite en 19... non, justement, il faut que vous deviniez la date. C'est à peu près 80 personnes qui interviennent sur des jeux sur les épidémies. C'est des scénarios 20 minutes. Il y a à peu près 37 projecteurs, 31 caméras, une douzaine de PC. Et ça a été fait en 2008. Moi, j'aime bien faire des installations qui réagissent où les gens plongent dedans, comme ils plongeraient dans un banc de poissons, et qui sont très immédiates, qui ne demandent pas de réflexion. J'aime pas, pour moi, une installation qui a un carton, à part celle de Maurice. C'est une installation ratée. Et ben voilà. Merci Mara. Alors, je vais passer la parole maintenant à Emanuela Righi. Oui, tu gardes ton micro. Je garde mon micro. Allô ? Et Emanuela, alors, à la différence des autres, tu es en fait productrice, oui. Tu n'es pas artiste, et par contre, tu produis des œuvres. Exactement. Alors moi, je ne suis pas artiste et je suis novice dans l'art numérique parce que je viens du vieux monde du cinéma et surtout du cinéma documentaire anthropologique. Je suis italienne, je suis arrivée en France pour étudier le documentaire avec Jean Rouch. Et puis, comment je me suis retrouvée là, bon, c'est une longue aventure, mais il y a 5 ans, j'ai produit une installation pour un musée, une installation immersive avec ma société. C'est une installation qui s'appelait Solastalgia et qui a été présentée dans un musée à Rennes pendant longtemps, pendant 6 mois. Oui, ça doit être ça. Mais il ne se passe rien, j'ai l'impression. C'est pas grave. J'avais des images à vous montrer. Donc, les installations que je produis avec ma société sont destinées surtout au musée, mais après, elles s'adaptent aussi à d'autres lieux, à des théâtres, à tout lieu qui peut accueillir du public et qui ait une surface de au moins 100 mètres carrés. Et nous avons un décor. Les visiteurs entrent dans un décor réel. Et puis, ils sont équipés de casques HoloLens, c'est des lunettes de réalité augmentée, celles de Microsoft, et de casques audio à conduction osseuse. Et puis, ils vivent une histoire. Là, l'installation que je produis en ce moment qui s'appelle Noir, est présentée en ce moment au Centre Pompidou, à côté, donc jusqu'à la fin du mois, au 29 mai, et raconte une histoire qui se passe dans les années 50. C'est l'histoire de Claudette Colvin, une adolescente noire qui fait le geste qui a été repris un peu plus tard par Rosa Parks. Mais Claudette Colvin, personne ne la connaît, on n'a pas entendu parler. Donc c'est cette histoire qui est racontée. Bon, j'aurais bien voulu vous montrer des images. Et donc, c'est une installation qui se visite. C'est un groupe de 10 personnes, 10 visiteurs, qui pendant une demi-heure, se promènent dans une salle où il y a du décor, des éléments réels, des murs, des bancs où ils peuvent s'asseoir. Et puis, à travers les lunettes de réalité augmentée, ils rencontrent des hologrammes qui leur font vivre en direct cette histoire. Donc, des personnages qui animent des scènes virtuelle qui se superpose donc à la réalité réelle. Donc ce qui nous intéresse avec les cofondateurs de Novaya, c'est vraiment de raconter des histoires, de plonger les visiteurs dans un dispositif qui puisse vraiment les mettre au cœur d'une histoire et qu'ils deviennent eux-mêmes les réalisateurs de ce qu'ils vont vivre. Parce que avec les lunettes de réalité augmentée, ils ont la possibilité de voir ce qu'il leur est proposé, de créer leur propre histoire, en fait, d'avoir un point de vue et de visiter, de s'approcher des personnages, de voir une scène plutôt qu'une autre. Je ne peux rien vous montrer, dommage, oui. Mais je vous invite. Et on va passer à Maurice. Alors, Maurice Benayoun, voilà. Non. Bah écoute, tiens, Manuel passe. Ouais. Oui. C'est intéressant sur les outils au XXIe siècle. Oui, j'ai donné j'ai fait pas mal d'interventions en général. Longtemps, je commençais par je hais les ordinateurs. Tout ça pour simplifier, parce qu'en fait, c'était l'électronique en général. Pour pas limiter. Donc voilà, je suis artiste. Je travaille depuis une 40aine d'années avec différents médias qui ont commencé avec la peinture à l'huile et qui continuent maintenant avec les IA, l'électroencéphalographie et d'autres outils
de ce type. Donc je pense que nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. J'ai contribué à différents moments comme ça de l'évolution de ces médias, notamment avec une des toutes premières séries en images de synthèse 3D qui s'appelle les Quarks, qui était produit par une société ZA Productions, qui était superbement dirigée par... je le vois pas, il doit avoir des moustaches maintenant. Ensuite, voilà, j'ai pas mal travaillé pendant un moment avec la réalité virtuelle. C'était au début des années 90, avec une grosse installation au Centre Pompidou en 95, le tunnel sous l'Atlantique. Et ensuite, beaucoup de choses, y compris les pratiques urbaines en termes de médias numériques. Et je crois que ça ira pour le moment. Ah oui, aussi, j'enseigne à la School of Creative Media, City University of Hong Kong. Donc voilà, je suis un petit peu décalé quand même parce que... Oui, tu arrives d'Hong Kong. C'est à 10 000 km. Voilà. Merci. Alors, on va enchaîner sur la première partie de cette table ronde où finalement, les artistes, c'est des défricheurs. En fait, vous utilisez les nouvelles technologies avant même que l'industrie les utilise. Et donc, j'aimerais bien, en 1-2 minutes, que chacun d'entre vous nous explique finalement qu'est-ce qu'il a utilisé, quelles sont ces expériences qui peuvent être réussies ou les technos qui fonctionnent, voir s'il y a des choses qui ont moins bien marché. Ça peut aussi être expliqué. Je recommence dans le même ordre par Judith. On changera au prochain coup. Ok, ça marche. Moi, je peux prendre l'exemple peut-être de l'absurde, parce que c'était au début, avec le casque de réalité virtuelle, vu qu'on parle pas mal de cette technologie, mais en fait j'avais utilisé au départ tout au début le casque quand ça venait d'arriver les DK1 où il y avait pas donc c'était intéressant parce que c'était de voir comment j'étais en pleine recherche et j'essayais de voir comment amener le spectateur à vivre l'expérience. Et donc en fait les casques n'avaient pas la position en tracking, il y avait juste l'orientation. Et du coup on a imaginé tout un dispositif où la personne finalement est assise et est devant une table et donc on avait mis un petit capteur magnétique, un Razer Hydra qu'on avait collé contre la table. Et du coup, ça a été un dispositif que j'ai repris dans toutes mes recherches. En fait, cette idée de table, de dispositif et d'un objet interface. Donc, c'est un objet qui peut faire le lien entre le monde réel et le monde virtuel et de jouer justement sur les illusions entre réel et virtuel. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que, aussi bien là, ça me contraignait un peu l'espace, mais finalement, là, la technologie m'a un peu contrainte dans ce sens-là, que du coup, on ne pouvait pas trop bouger non plus. Mais finalement, j'ai bien aimé ça aussi, être un peu comme guider le regard juste dans cet espace-là et amener la personne un peu comme dans un spectacle de magie à se laisser emporter dans l'histoire aussi. Et c'était intéressant parce que de plus en plus après, il y a eu le Vive qui est arrivé. Donc là, on pouvait se déplacer plus. Alors, c'est des technologies plus accessibles qui existent depuis longtemps, mais là, qu'on pouvait avoir aussi de manière plus accessible. Et là, on a essayé plusieurs variations où on s'est dit, on va enlever la table, on va se mettre complètement au sol, sans rien. Et là, c'était intéressant de voir aussi que ça invite une autre manière de mouvement pour le spectateur qui commençait à ramper au sol et du coup à faire complètement d'autres choses que je n'avais pas forcément imaginées dans son comportement. Et donc ça, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'était de voir à chaque fois quelle technologie implique quel mouvement du corps. Donc si on a juste assis, c'est que le haut du corps et d'essayer de voir comment on peut le faire bouger, peut-être avec une lampe de poche pour faire tourner la tête, etc. Si tout d'un coup on est debout, comment on peut l'amener à voir un peu des choses dans le virtuel ou à imaginer des choses. Donc c'était beaucoup ça qui m'a intéressée sur... alors là, on retrouve la chambre de Christopher dans des explications. Et avant de passer la parole à Mam, je réagis tout de suite, mais en fait, l'arrivée de futures générations qui vont intégrer par exemple la 5G ou des petits ordinateurs portables sur lesquels on branchera des casques qui permettront de faire de la réalité augmentée dans la ville, ça va t'ouvrir un champ d'expérimentation colossal. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que la Val virtuelle aussi était un lieu qui m'intéressait, c'est d'aller observer ce qui se passait comme nouvelle technologie et de l'utiliser vraiment comme une
couleurs de peinture en fait, et de me dire tiens, bah là il y a quelque chose de nouveau, effectivement, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux continuer mes créations avec, et ce que j'ai envie de raconter, mais oui, d'ouvrir, pourquoi pas, à voir. Mais j'aime bien maintenant quand même, maintenant je me suis aussi recadrée sur ces espaces aussi plus petits, et pas forcément même en interaction, finalement, j'ai de plus en plus enlevé aussi à être juste comme la chambre de Christopher, c'est une lampe de poche qui nous permet juste de regarder aussi. Et c'est chez ATI que Notamment, ouais, la formation Art et Technologie de l'image à Paris 8, où j'ai fait mon doctorat à l'INREV. Super. Alors, toi, donc je pense Acide, ça a 25, 30 ans, je ne sais pas, mais... J'avais commencé par ça, moi. Quand j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas du tout d'outils. Moi, je n'ai pas spécialement envie de créer des outils, mais il n'y en avait pas. Et il y en a toujours très, très peu. C'est-à-dire, moi, je trouve que on a ce discours, moi l'expression nouvelle technologie, je l'entends depuis 83, donc il faut savoir un peu de quoi on parle. Et puis il y a surtout ce discours permanent sur la révolution, une technologie révolutionnaire. Moi je trouve que la souris, ça a 60 ans, que les choses sont plutôt lentes, et en termes conceptuels, à part la loi de Moore, le fait que tout le monde ait un téléphone aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose conceptuellement. Les interfaces qu'on a sur nos bureaux, on s'y est habitué, mais elles sont relativement déplorables, je dirais. Et donc moi, j'ai commencé à fabriquer mes outils. Et en fait, il n'y a pas un bon outil pour tout faire. Il y a des outils. Et moi, je pense que le futur, et j'ai vu pas mal de jeunes commencer à travailler comme ça, c'est de travailler, on parlait de ça aussi dans les studios de production hier, la solution en général, c'est une chaîne d'outils. Et avec alors toi tu appelais ça un squelette dans les studios de production qui permet de rentrer et de sortir de ces différents outils, et donc d'avoir un processus hybride, composite, fait d'une multitude d'outils. Alors on se heurte aussi à un problème un peu d'architecture logicielle, je dirais, et du modèle, qui est que Photoshop veut que vous fassiez des plugins pour Photoshop. Photoshop va pas utiliser un format où vous faites des plugins, par exemple, pour traiter des images. C'est des plugins propriétaires, et c'est des plugins, c'est jamais, alors moi c'est ma marotte, c'est jamais des plug-out. C'est-à-dire, moi ce que je trouve intéressant, c'est avoir des plugins plug-out, c'est-à-dire que tous les logiciels fassent ce qu'ils font très bien, mais permettent surtout, et ça commence à être le cas, de faire des entrées-sorties, de manière à ce qu'on puisse avoir une chaîne un peu automatisée, utilisant différents outils. Je vais vous donner un exemple très très bête. Y a-t-il, enfin la réponse c'est non, hein, mais dans tous les OS, Macintosh, Linux, Windows, il n'y a aucune brique élémentaire, par exemple, pour envoyer en temps réel la variation d'un nombre en virgule flottante d'une machine à une autre. Alors, il y a plein de manières de le faire, mais qui sont très très techniques, qui demandent une grosse technologie. Et ce qui est amusant, c'est que souvent, ces choses temps réel ont été bougées par les gens de la musique, qui ont un espèce de besoin de feedback très rapide, d'itération, et entre le contrôle de l'instrument et le retour qui doit être rapide. Et c'est eux qui ont avancé le plus, je dirais, la communication entre différents outils, avec MIDI et quelque chose qu'on appelle OSC, Open Sound Control. Et donc toi, tu as décidé de développer tes propres outils puisque... J'avais pas le choix. Enfin, j'avais pas le choix. Puis une fois que j'ai commencé, c'est devenu... Moi, j'aime ça. C'était un peu addictif. Et puis, j'aime bien être en symbiose avec un processus numérique et trouver des trucs qu'on retrouve... En ce moment, frais de livraison offerts sur Parfaitement. L'accident, justement, j'avais parlé du plaisir de l'accident, de l'erreur. Et ben voilà. Mais ça m'a un peu perturbé quand même. Repose-moi ta question, que j'y réponds rapidement et qu'on passe à autre chose. Non mais attends, on va revenir après. Je vais passer la parole à Emmanuela. Oui, merci. Je rebondis sur ce que vient de dire Ma, parce que je suis très d'accord sur l'idée de créer ses propres outils. Alors nous avons plutôt détourner des outils qui existent. Disons que pour nos installations, l'immersion se fait par un mélange de outils vraiment différents qui viennent du nouveau monde, du vieux monde, de nouvelles technologies, des vieilles technologies. C'est une scénographie avec un écran de cinéma, et puis ces lunettes de réalité augmentée. Alors, nous avons utilisé la technologie de Microsoft, les HoloLens, qui ne servent pas à ça, qui n'ont pas été créés pour ça du tout. C'est un usage individuel prévu pour à la base, c'était les militaires, il me semble, qui s'en servaient au début, puis dans l'industrie, dans le médical, mais c'est pas du tout pensé pour être utilisé dans les installations, et encore moins à plusieurs casques qui marchent ensemble. Donc les outils donc c'est un outil fait pour autre chose que nous avons détourné, et puis que nous avons mélangé à plein d'autres. Nous avons créé un écosystème qui
qui permet justement de créer un dispositif immersif où finalement le visiteur oublie. Le but, c'est qu'on oublie la technologie et qu'on se laisse emporter par une histoire et que on puisse finalement faire ressentir des émotions différemment de ce qu'on peut proposer, parce qu'en fait l'histoire qu'on raconte, Noir, a été racontée d'abord dans un livre qui est finalement un des dispositifs les plus immersifs qui existent. Toujours, en fait, le livre, on a besoin de rien, c'est du papier et on peut s'immerger complètement. Dispositif de réalité virtuelle très économique en énergie. Voilà, très économique, écologique. Mais bon, c'est vrai que la réalité augmentée nous permet d'aller plus loin, parce que nous avons, disons, l'innovation. Et pour nous, ce que nous avons développé, c'est d'utiliser la puissance d'ordinateurs très très puissants qui permettent d'afficher une qualité d'image très très belle. Mais c'est pas dans l'idée de faire une performance technologique, c'est vraiment pour que après le visiteur soit immergé dans un monde et qu'il oublie complètement ce qu'il a sur la tête. C'est un dispositif très léger. Qui est sans fil, et même au début on utilisait un sac à dos pour mettre les batteries. Maintenant nous avons trouvé le système de mettre une petite batterie attachée au casque. Donc c'est vraiment l'idée de faire oublier tout ça et de pouvoir vivre une expérience, et que ce soit avec du cinéma ou juste du théâtre. Voilà, les nouvelles technologies nous aident, mais peu importe, en fait, l'important c'est de faire vivre quelque chose et faire ressentir des émotions. Mais derrière tout ce dispositif, il y a aussi des nouveaux processus de travail, captation. Ah oui, on y ça, reviendra, mais qui sont tout à fait innovants. En effet, oui. Maurice, alors, tu as utilisé de très très nombreuses technologies, donc on ne pourra pas toutes les détailler maintenant. Mais... Oui, j'ai utilisé de nombreuses technologies. Pour la plupart, je ne les ai pas. Je ne suis intervenu à aucun niveau de leur fabrication, sinon peut-être dans la formulation de la demande et du besoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'impression que l'artiste court après les technologies, et ce qui me paraît évident, c'est qu'en fait, les technologies sont en train de rattraper les artistes. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantasmatique du processus créatif qui fait que on imagine des choses, on aimerait que ça se passe de cette manière, on voudrait rendre possible un certain type d'interaction, un certain type de génération, un certain type de production, et les outils sont pas toujours prêts. Et il arrive, donc ce que tu disais très bien, là, et en fait, ils sont parfois en train de rattraper un petit peu ces désirs. Mais pour moi, il est vraiment important qu'on comprenne qu'on n'est plus en train de produire de l'image. C'est ça le vrai problème. On produit d'une certaine manière, on produit de l'expérience. Cette expérience, elle touche différents sens, et ces différents sens, ils construisent du sens d'une autre manière. Donc, ce qu'on aurait pu appeler une composition, quand on apprenait à faire de la peinture ou du dessin au XIXe siècle, eh bien maintenant, c'est un assemblage d'éléments hétérogènes qui convergent pour produire une expérience qui, a priori, devrait faire émerger un sens. Donc, personnellement, j'étais toujours plus intéressé par ça. Et d'une certaine manière, ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que j'étais toujours, quand je travaillais sur les quarks, qui est de l'animation 3D, qu'on dirait classique maintenant, alors que c'était pas très courant à l'époque, eh bien, j'étais déjà en train de me plaindre parce que ça n'existait pas en temps réel et ça n'interagissait pas librement avec les individus. Pourquoi attendre ça ? Et la réalité virtuelle est arrivée. Et là, je disais, mais c'est pas normal quand même qu'on ait un niveau de qualité aussi médiocre, alors qu'on devrait avoir une autre nature d'expérience. Et puis surtout qu'on devrait développer un comportement des éléments qui constituent l'œuvre, comportement évidemment qui serait aussi porteur de sens. Là, on est effectivement confronté aux nouvelles problématiques dans lesquelles les artistes doivent maintenant plus ou moins se débattre ou apprendre à nager, je ne sais pas, ou à surfer. Mais d'ailleurs, moi, je retiens quand même qu'au travers de toutes tes expériences,
parfois tu deviens prescripteur. C'est-à-dire que tu peux demander, et je reprends l'exemple des Quarks, à l'époque, tu as bien embêté Marc Petit, maintenant qui est chez Epic Games, en lui disant mais moi je veux des Boléens 3D animés parce que j'ai des personnages qui ont besoin de ça pour que je puisse les absolument. On a été constamment en demande effectivement de solutions pour des problèmes qui sont a priori pas des problèmes industriels, mais qui sont des problèmes de production de contenu. Et cette production, elle est liée évidemment à des constructions fantasmées. Donc quelque chose qui vient de l'esprit, quoi. C'est de la pensée qu'on essaie de traduire parfois en images, parfois en son. Et à partir de là, on aimerait que ça marche. Et c'est pas toujours le cas, mais on a prescrit la première salle de réalité virtuelle immersive avec le SAS-Cube. Ça, c'était à Laval, avec Barco, fonctionnant sur PC. C'était vraiment la première. Tout ça parce que travailler avec des machines à $1 million, ça n'a aucun sens pour un artiste, quoi. C'est complètement disproportionné. Et surtout quand maintenant la même puissance est multipliée par 10 dans la poche. Oui, c'est ça, non, même dans la poche avec le téléphone. Et c'est pour ça que maintenant tu t'attaques aux ondes cérébrales. Voilà, et donc effectivement, mais moi je travaille beaucoup sur les raccourcis et je pense que maintenant on a entre autres la possibilité de communiquer directement du cerveau à la représentation et de la représentation au public, tout ça dans un parcours qui peut faire sens, ça dépend comment il est construit. Je vais peut-être pas monopoliser. Oui, non, mais alors juste, alors je propose, on va repartir puisque Judith disait c'est pas normal que ça soit toujours dans ce sens-là. Donc on va repartir de toi avec maintenant qu'est-ce que tu imagines. On change de qu'est-ce que tu imagines dans le futur justement de ces technologies? Qu'est-ce qu'il faudrait inventer? Qu'est-ce qui nous manque? Ou quels sont, ou par rapport à des dispositifs que tu pourrais imaginer, mais aujourd'hui où la techno n'est pas là, qu'est-ce qu'il faudrait inventer? Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait inventer ou ce qu'il faudrait développer. Pour moi, on a glissé comme ça de ce qui était l'art object, c'est-à-dire l'objet d'art, la peinture, la sculpture, vers l'art subject, qui est un sujet agissant avec un comportement et peut-être un sujet pensant aussi. Et là, on sent bien que tout est prêt pour ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'on arrive à une espèce de convergence entre les représentations que produisent les artistes et la réalité de ce que vit le public. Autrement dit, cette expérience-là, quand on parle des interactions, quand on parle de tout ce qui est devenu possible de faire, eh bien, on pense tout simplement à quelque chose qui nous rapproche de l'expérience que nous avons du monde. L'expérience qui nous rapproche de l'expérience du monde réel. Et donc, si l'œuvre devient un interlocuteur valable avec lequel on peut se trouver en situation d'échange, et que de cet échange naisse un contenu, une révélation, quelque chose qui émerge de cette expérience, eh bien, évidemment, pour moi, on a gagné. Alors, tout ce qui se prépare, tout ce qui est en train de se développer, dont on imagine toujours qu'un petit fragment, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et autres technologies du genre, vont en fait dans ce sens-là. Alors c'est pour ça que certains ont peur, mais pour moi c'est tellement humain. On se rapproche de quelque chose qui rentre tout à fait dans les fantasmes de l'humanité, arriver à créer quelque chose qui vive et qui pense, ou en tout cas quelque chose qui vive et qui soit vecteur de la pensée de l'artiste. Emmanuela, alors... Je sais pas quoi dire après ça, alors. Ouais, mais alors, vous réfléchissez à des choses où finalement le spectateur devient acteur. Oui, et après... justement pour avoir toute une chaîne, tout un pipeline... qui permettent justement de répondre à ça. Alors après, moi, je ne sais pas dire qu'est-ce qu'il faut créer encore. Je pense que les outils existent et que les artistes, de toute façon, savent très bien, ça n'en paraît, en inventer d'autres. Ce qu'il faut peut-être continuer à créer, c'est créer du lien avec les spectateurs.
les nouvelles générations, ça part très vite des nouvelles technologies, donc c'est pas le souci n'est pas là, mais c'est vraiment. Alors nous, avec la réalité augmentée, c'est pour ça aussi que nous avons préféré la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Nous avions commencé avec une expérience précédente. L'idée, c'était justement, je reviens sur ce que tu disais avant, sur le fantasme de l'artiste, avec les outils du numérique, essayer de créer, de matérialiser ce qu'il a dans sa tête, et ce qui n'est pas forcément possible avec la réalité virtuelle. Donc nous l'avons trouvé un peu avec la réalité augmentée et avec au moyen vraiment d'une multitude d'objets. L'idée, c'est vraiment de garder que les personnes puissent garder le lien avec ce qui les entoure, avec l'environnement, et qui ne soient pas donc coupés du réel, et qui ne soient pas plongés dans un univers totalement virtuel. Ça, c'est ce qu'on a souhaité. Et puis, ce qu'il faut aussi, je pense, développer, sur quoi on est assez en retard, en tout cas en France, c'est le lien avec les institutions et avec les lieux. Donc, créer une culture qui permette aux institutions de programmer de plus en plus d'expériences immersives, et donc de créer aussi des outils de médiation. Là, les difficultés que nous avons rencontrées dans mon expérience, qui n'est pas non plus très longue, parce que ça fait juste 2 installations que nous produisons. Les difficultés, c'est vraiment de comment dialoguer avec des institutions, des lieux qui peuvent accueillir ce type de propositions, et voilà. Ouais. Et développer des outils qui font le lien entre le réel et le virtuel, c'est quand même un peu ce que tu fais maintenant depuis quelques années. Et du coup... Non, j'ai mon micro, t'inquiète. D'accord. Tout va bien. Tu veux qu'on parle tout de suite de ça? Parce que ça, c'est ma réponse à court terme. Voilà, vas-y. Bon, est-ce que je pourrais avoir ma slide, s'il vous plaît, en régie? Parce que bon, moi à court terme, parfait. Hop. Voilà, à court terme, on n'en a pas encore parlé en public, c'est une annonce, la première annonce publique. Moi, je passe mon logiciel en open source dans le cadre d'un projet européen en 2025. Parce que, voilà, tout ce que je raconte sur les outils, j'ai toujours voulu faire des outils pour tout le monde. Donc tu offres à tous les artistes d'art numérique la capacité... Pour avoir la vidéo, s'il vous plaît. D'utiliser les ressources que tu développes. On va le mettre dans la licence la plus permissive, probablement une licence MIT, qui fait que tout le monde pourra s'en servir, contribuer, construire un business model avec. Enfin, moi, mon but, c'est vraiment que quand je dors, d'autres gens s'en servent, et que quand je me réveille, il s'est passé des choses. Et puis, je me fais vieux, moi, je peux plus passer mes nuits à tout faire, quoi. Bon, c'était juste pour vous montrer que c'est un outil un peu sérieux, c'est pas un outil qui permet juste de hacker deux contrôleurs dans sa cuisine. Là, vous êtes dans une pièce qui fait 21 mètres de profondeur sur 9 mètres de large, 9 mètres de haut. Il y a une quarantaine de projecteurs, et tous les murs, tout le sol sont interactifs. Les poissons, ça n'est pas du film, ils réagissent à la présence du public, et avec une difficulté supplémentaire, c'est que le musée voulait que ce soit photoréaliste. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est un outil un peu sérieux. Donc ça, c'est ma réponse, je dirais. Est-ce que je pourrais avoir la slide d'après, s'il vous plaît? Et bon, ça, c'était pour vous montrer que c'était un outil un peu sérieux. Alors, je veux juste la slide d'après parce que, si ça vous intéresse, il y a des... faut aller à la dernière. Il y a là où nous contacter, là où peut se passer la suite. C'est un peu compliqué. Ça, on a réussi à trouver un programme européen. Moi, je pense que le ministère de la Culture devrait me financer, mais financer un paquet de gens qui font des outils. C'est-à-dire que Photoshop, ça devrait être une propriété entre guillemets publique. Ça devrait être un programme européen. Ça devrait pas être une entreprise. Mais bon, là, on rentre dans une longue discussion. Mais voilà, maintenant il y a ce projet Artcast dans lequel le portage en open source fait partie du projet. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe par là. Bon, ça, c'était ma réponse à court terme. À long terme, Maurice a un peu évoqué en fond beaucoup les intelligences artificielles. Alors, nous, on aime bien, avec un de mes camarades qui est là, parler de ChatGPT comme un assistant très très con, mais vachement dévoué.
C'est-à-dire que tu demandes un truc, il le fait. Il le fait mal, il peut faire n'importe quoi, mais il le fait. Et puis il râle jamais, quoi. Il demande pas à être payé, il veut pas de café. Et donc, comme assistant, il est pas mal, éventuellement. Et moi, je rêve qu'on passera cette couche où, au lieu que l'IA soit branchée juste à des outils ou à du texte, elle sera branchée à des processus. Et on pourra dire à une IA, tiens, prends-moi le truc qui sort de là et fabrique-moi un pipeline où cette image, elle sort, elle passe dans Photoshop avec tel et tel réglage, telle étape. J'aimerais bien avoir la main pour pouvoir faire un réglage générique et éventuellement qu'on puisse le faire au vol ensuite, pour ensuite que tu l'injectes dans Blender et que ça ressorte là. C'est-à-dire que quand on pourra avoir un espèce de niveau d'interaction, finalement la technique petit à petit disparaîtra pas, parce que pour servir aujourd'hui d'IA, il faut quand même comprendre un peu ce qu'on fait, en particulier quand on veut faire des images. C'est-à-dire quelqu'un qui se pointe face à un Stable Diffusion, bon courage si vous n'êtes pas artiste pour aller raconter à l'IA ce que vous voulez. C'est vraiment un vrai travail, c'est un travail entre guillemets artistique au jour d'aujourd'hui. Mais le jour où on aura ce niveau de symbiose, puisque tout le monde aime bien rajouter symbiose dans ses titres à ISEA, le jour où on aura ce niveau de symbiose avec les outils, ça peut devenir vraiment rigolo. Merci. Rigolo. Alors, comment rebondir? Pardon pour le... Non, mais... Donc, ouais, enfin, moi, ce qui m'intéressait, enfin, tu parlais de l'OAC et de l'accessibilité, et la manière dont tous ces outils-là pourraient être connectés, mais plus facilement. Et moi, je pense que même en tant que créatrice, etc., ça serait de me dire, là, tiens, j'ai envie de faire une création déjà dans un énorme espace. Si j'essaye de réfléchir ce que j'aurais envie de faire maintenant, dans un très grand espace, où on pourrait connecter beaucoup de technologies et avoir... Alors, j'avais pas travaillé sur ce qu'on appelait, on en parle peut-être moins, mais c'est de transmédia, c'est d'avoir une narration. Donc, c'était notamment avec la chambre de Christopher, qui était liée à une pièce de théâtre, où la compagnie de théâtre avait créé et montré sur scène la pièce de théâtre, et on avait travaillé sur la narration pour en faire une autre histoire du petit garçon qui est dans la pièce, la chambre de Christopher. Il avait été aussi fait tout un labyrinthe cosmogonique, enfin tout un tas de trucs, et du coup ça s'étend d'année en année selon les créations aussi. Donc c'est ça aussi que je trouvais ça intéressant. On a monté aussi après une nuit de l'émerveillement, parce que c'était dans mes recherches aussi sur la thématique de l'émerveillement, où on avait créé un conte, et puis on avait fait une sorte de performance jazz, jam, n'importe, un peu improvisé avec un pianiste, où on avait lu le conte, on avait projeté des particules, on avait fait tout un tas de choses. Et donc il y avait le côté performance, il y avait le côté installation, parce qu'on avait fait aussi une petite installation de réalité virtuelle sur ces sujets. On avait fait un lien avec la poésie en langue des signes, un magicien, etc. Et donc ce que je vois là-dedans, c'est que je me dis, si jamais on avait des moyens comme ça d'utiliser toutes ces technologies et d'avoir des grands lieux qui ouvrent et qui accueillent ça, d'avoir un grand lieu, de créer toute une histoire dans ce lieu-là et d'avoir une facilité de passer d'un support à l'autre, d'une technologie à l'autre pour de nouvelles écritures en fait, qui peuvent aller tout d'un coup, alors je prends même un livre, je commence l'histoire, puis je vais aller mettre le casque peut-être 5 secondes juste pour avoir quelque chose qui m'apporte quelque chose, puis la réalité augmentée, mais pas forcément pour faire toute une narration avec, mais accompagné comme ça. Et donc si on a une facilité, je pense, de lien entre tout ça... Alors l'importance du storytelling et des nouvelles écritures. Et quand je t'écoute, je pense, je sais pas si vous avez en tête le futur musée, le projet de George Lucas à Los Angeles, qui crée un musée sur les arts narratifs. Et donc sur comment on raconte des histoires. Et j'imagine, alors je ne l'ai pas vu, je ne suis pas dans le secret contiendra ce musée. Mais j'imagine qu'on va avoir des dispositifs justement en capacité de raconter des histoires, peut-être avec des intermédiaires, parce qu'il aime quand même bien les robots, etc. Donc il leur donnera probablement des rôles, et on va effectivement trouver des nouveaux espaces avec... Tu parlais de grandes projections. Je pense que là aussi, l'arrivée du laser dans la projection, ça révolutionne complètement aussi la capacité et la puissance. Et je pense qu'on revient aussi, ça pourrait être une toute petite projection dans une table. En fait, on d'aller dans tout ce spectre-là, mais dans un lien narratif entre les différentes technologies, si elles peuvent se lier de plus en plus. Peut-être. Ah, alors Maurice, tu veux réagir? Non, je disais juste... Avec le micro pour que ça puisse être diffusé. Aux images de nu qu'on trouve dans les petites tasses, les petites tasses de thé chinoises ou de saké.
Il faut que pour tu les prennes le Japonais, micro pour la parce que- version japonaise. Sinon, Et je pense effectivement que la question de l'échelle est à penser par rapport à un objectif particulier, un projet particulier, et qu'il y a des cas justement où travailler avec un microscope, c'est aussi passionnant que de travailler avec un télescope. Donc je pense que... D'ailleurs, je pense que un des gros intérêts de toute cette technologie, c'est de pouvoir changer d'échelle. C'est-à-dire d'être par exemple sur une scène de théâtre et tout d'un coup pouvoir faire des choses aussi simples que de filmer une danse avec une main, avec un doigt, et que le public dans une grande salle puisse la voir. Et le virtuel a cette capacité à nous faire changer d'échelle qui est, je pense, une de ses vraies spécificités. Alors je voudrais, parce que je trouve que pour une table ronde, c'est bien de pouvoir rebondir, je voudrais rebondir sur différentes choses. Ce que tu décris par rapport à l'arrivée d'outils qui enchaîneraient d'autres outils, donc une sorte de méta-outil qui serait une espèce de super chef d'orchestre et qui serait chargé de la production, d'une direction de production sur les ordres du grand maître, eh bien c'est en train de se faire. C'est-à-dire, on sait très bien que actuellement, je ne sais pas combien d'entreprises travaillent là-dessus, mais on est en train de produire des outils qui vont choisir les outils nécessaires à produire les choses qu'on voudrait produire, et on n'aura plus qu'à l'énoncer. Donc on est vraiment dans... Ce qui est, ceci dit, pas facile. L'énoncé n'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit fait par des machines. Pourquoi on perdrait notre temps? On peut faire autre chose. Les imprimantes 3D. Bon, je vous propose qu'on rentre maintenant dans la dernière phase de cette table ronde et qui est voilà, de nous expliquer, chacun d'entre vous à tour de rôle, et puis vous pouvez interagir entre vous, finalement vos visions sur ces nouvelles générations d'outils pour créer les arts du futur. Quels peuvent-ils être? Alors, je propose, Maurice, qu'on reparte de toi. Et moi, je veux bien, mais en parallèle, je voudrais mettre une vidéo que je commenterai. Donc, dans quelques secondes, on commence la vidéo. Voilà, elle est là. Ça, c'est une exposition qui a lieu actuellement à Hong Kong, qui reprend une exposition que j'ai montrée en novembre, mais là c'est une expo de 3 mois, donc dans une grande galerie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe par différents outils dans un récit complet qui est un récit qui considère que chaque élément qui constitue l'œuvre sont le résultat ou sont produits par des agents qui ont leur forme d'autonomie. On en parlait beaucoup il y a 20 ans, les agents autonomes. Eh bien, on est là-dedans. C'est-à-dire des œuvres qui ne sont pas les œuvres produites par une personne, mais les œuvres produites par une série d'entités, chacune ayant un rôle. Donc on peut commencer. Donc l'exposition s'appelle Value of Values et voilà. Donc ça commence par une vidéo, et donc ça c'est intéressant parce que dans le parcours on commence assez traditionnel. Ce sont les publicités de Hong Kong qui sont remplacées par des ethical statements, par des phrases qui représentent des systèmes de valeurs. Et donc ça montre comment la ville s'adresse à la population en énonçant les valeurs qui devraient dominer. Ici, c'est la Brain Factory où on utilise l'électroencéphalographie pour donner une forme aux valeurs humaines. Les valeurs humaines n'ont pas de forme, c'est bien le problème. Et donc là, par la pensée, on va orienter l'évolution. Donc c'est un système, c'est un modèle évolutionniste. Et cette évolution va déboucher sur un certain nombre de formes qui deviennent ensuite des NFT qui sont enregistrés sur la blockchain. Et ici, les formes en question deviennent des caractères, comme une calligraphie 3D, qui chacune représente une des valeurs humaines. Donc il y a freedom, beauty, friendship, money, power et tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a créé un nouveau langage par la pensée pour exprimer les valeurs humaines,
on peut s'intéresser à un autre aspect important qui est comment donner une valeur. Ici, on voit l'utilisation d'intelligence artificielle pour, d'une part, décrypter la calligraphie et d'autre part, interpréter la pensée humaine. Ici, c'est la table périodique des valeurs qui permet de classer les valeurs humaines en fonction de leur affinité. Comment elles sont classées dans les collections, parce qu'on peut les collectionner. Mais on peut aussi les vendre et les acheter. Et donc le marché des valeurs humaines devient un outil de monitoring, d'observation du cours des valeurs. Et on se rend compte que là, l'artiste peut faire une intrusion dans le domaine de la finance en parallèle avec la philosophie et la poésie, puisque si on fait un échange, eh bien, ça va créer de la poésie transactionnelle. Autrement dit, si je donne de l'argent pour avoir de l'amour, ça fera you always need more money to get love. Et donc, ça peut finir avec des objets, avec des sculptures 3D qui résultent des formes que l'on obtient. Donc, quand on est propriétaire du NFT, on est propriétaire de la forme et on peut donc produire à partir de là des objets qui sont ses propres créations et que personne ne va venir contester. Voilà. Ça, j'en parle à 16h45 sur les outils et sur les outils et les concepts derrière les évolutions technologiques qui déterminent en fait les mutations des pratiques artistiques. Donc ça sera dans la salle 500. Oui, 16h45. Très bien. Pour m'en rebondir, j'ai déjà oublié la question. Non, mais la question c'était qu'est-ce que si tu te projettes par rapport à, par exemple, des futurs dispositifs. Je laisse les artistes définir les dispositifs et leurs usages. Je parle en productrice. Alors, là où en fait, il y a des progrès à faire, c'est le coût. Ça coûte très cher, en fait. Nous, ce qu'on produit, ça coûte vraiment très cher. J'aimerais bien avoir le moyen de montrer comment on fait. Est-ce que je peux montrer? Ah oui. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Il faut redemander à la régie ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière cet écran. Est-ce qu'on peut pas encore montrer? Non, c'est pas possible. Ok, pas de souci, c'est pas grave. Donc oui, alors un progrès serait la possibilité de démocratiser ces outils en les rendant plus abordables, donc pour que les artistes aussi puissent s'en emparer. Que ça soit plus accessible. Ce qu'on produit, ça coûte cher. Les HoloLens coûtent 3 500 €. Moi, je vais être très basique, mais ça fait quand même partie de la question. Oui, mais un plateau de captation volumétrique, c'est beaucoup. Exactement. Le tournage volumétrique coûte très cher. Donc, pour produire des œuvres, il faut tout un écosystème qui devrait permettre de le faire et de le faire de manière plus accessible pour les artistes, en fait, de manière plus démocratique. Donc, je pense qu'il y a un sujet et que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt creuser des pistes pour créer, mutualiser des moyens et créer des outils plus abordables. D'accord, donc finalement, qu'il y ait des lieux de culture qui permettent d'accueillir... Pas seulement d'accueillir, mais de produire aussi. Des outils de production plus abordables. Très bien. Bah ça, c'est le mot de la fin. Voilà. Emmanuel, oui. Tu peux répéter la question parce que je pense que non mais ça peut être intéressant, mais mettre Maurice en premier sur ce genre de questions, tu vois, c'est quand même lui qui depuis pas mal d'années a un peu poussé la pointe sur la réflexion là-dessus. Donc tu vois, être derrière Maurice sur cette question-là, c'est dur. Mais justement, ça... Donc alors, repose la question, s'il te plaît, parce que depuis Sur quoi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir ou disposer comme futurs outils pour créer, pour faire des œuvres, mais que tu n'as pas encore tout à fait? C'est-à-dire que c'est pas la version d'Acide aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, un de mes rêves, c'est d'avoir le temps de commencer à faire des images en dansant. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire VJ dans des soirées. J'aime bien, mais t'es toujours accroché à une table, t'es un peu... Moi, j'ai envie de faire des images en dansant. Tu vois, c'est un peu plus sympa. J'ai envie de voir les interfaces changer, parce qu'on s'en rend pas compte, mais moi, depuis que j'ai commencé à écrire mes interfaces, on a accepté des interfaces qui sont minables, limitées, ridicules, inefficaces. Le bureau tel qu'on l'a accepté,
on pourrait faire tellement mieux. Enfin, on est vraiment dans la préhistoire. Alors après, il y a tout l'aspect dans lequel nous a envoyé Maurice, intelligence artificielle et tout. Bon, moi, il y a une première chose que j'aimerais bien, c'est quand la technologie deviendra suffisamment accessible, mais pas seulement aux artistes, mais à tout le monde, et qu'on pourra dire à son téléphone, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus de pub, par exemple. Je ne veux plus laisser de cookies, je ne veux pas être traqué, je veux être silencieux pendant un moment. Qu'on puisse faire ce genre de choses facilement, c'est-à-dire que les outils nous permettent de retourner un peu le truc en étant plus à notre service qu'au service d'un modèle qui ne nous correspond pas forcément. Voilà. Écoute, moi, il faut que tu ailles voir ce que fait Kinetix. Donc, pas le Kinetix qui faisait 3ds Max, mais une start-up parisienne, justement, qui est capable de générer, à partir de danse, par exemple, de faire ressortir les émotions pour nourrir les univers virtuels, les mondes virtuels, les métavers. Et voilà. Et alors, on va passer à Judith. Oui, là, alors... Moi, je vais peut-être là prendre la casquette plutôt recto verso et ce que j'observe, parce que déjà là, j'ai un peu évoqué ce qui m'intéresserait pour continuer, mais déjà toutes les nouvelles technologies me passionnent assez, d'explorer tout le temps ce qui se passe et d'être dans cette observation de ce qui se passe maintenant et d'essayer d'en avoir une vision même plus large avec des discussions d'autres festivals, de l'innovation, de technologie, etc. Donc ça, c'est en tant qu'artiste, c'est juste d'observer effectivement. Et avec Recto Verso, chaque année, on a une thématique qui explore ces frontières entre réel et virtuel, et on voit justement beaucoup de propositions, et ces technologies qui commencent quand même à devenir de plus en plus accessibles amènent beaucoup plus d'hybridation aussi entre les disciplines. Il y en a toujours eu, mais là, le théâtre, la danse peut plus s'en emparer aussi, les captations des gestes, des casques. Donc on observe ça avec le festival. Et pour conclure, il y a eu toute une réflexion que j'ai eue aussi. Donc là, il y a en tant que commissaire d'exposition et de comment placer les œuvres réelles virtuelles avec un aspect participatif, interactif, immersif. Comment amener le spectateur à aller d'une œuvre à l'autre aussi, distinguer les œuvres. Tout ça, ça m'a posé aussi beaucoup de questions et qui a continué d'émerger avec aussi comment on met ces œuvres dans des espaces virtuels, puisqu'on s'est aussi beaucoup posé la question des galeries virtuelles en 2020. Et de me demander, comme on voit une œuvre qui est exposée quelque part et qu'on la réexpose dans un autre lieu, par exemple, on avait un bateau, le bateau Lavoir, ou des bains-douches très art déco, où l'œuvre va forcément se modifier, prendre une autre image, une autre sensation pour le spectateur. Ce qui m'intéresserait, c'est de revoir, même au niveau théorique, cette redéfinition de l'œuvre. Est-ce que ce serait une variation de l'œuvre à chaque fois quand elle est réexposée quelque part? Et là, se pose la question, dans un monde virtuel, dans une galerie virtuelle, nous, ce qu'on avait fait, c'était... Là j'aime bien j'ai vu ce qui est fait ici à ISEA, l'idée du catalogue augmenté, et j'aime bien cette notion-là, parce qu'on avait fait une galerie virtuelle en se disant, on ne peut pas revivre l'œuvre, parce qu'on communique sur l'œuvre, ou on en fait vivre quelque chose. Donc, mais du coup, est-ce qu'on a... la même œuvre ou une variation ou une autre proposition que l'artiste peut amener. Donc ce que je me pose comme question, est-ce qu'on irait vers des outils qui permettraient toutes ces variations d'œuvres dans différents espaces, réels, virtuels aussi? Est-ce que ça peut amener? On s'était dit qu'on allait terminer sur une expérience avec la salle. Est-ce qu'on est prêt à mener cette expérience? On a dit qu'on allait commencer comme ça pendant que les gens attendaient, je te rappelle. Là, tu étais là avec elle. En fait, il y avait une réflexion qu'on avait parce qu'on se demandait aussi de faire de la réalité virtuelle sans technologie, en fait, et sans casque. Et moi, c'est vrai que je faisais des workshops où j'avais travaillé aussi un ami qui faisait de l'hypnose, parce qu'en fait, cette idée d'emporter la personne dans un autre monde sans technologie. Donc... voilà, on va peut-être pas proposer ça, mais il y avait cette idée de vous emmener dans une expérience de réalité virtuelle et je peux peut-être vous proposer de le faire plus tard, mais de vous plonger, de fermer les yeux et d'aller dans un autre monde. Et même le proposer à des enfants, ça marchait très bien parce qu'ils partent complètement juste par la voix et en les emportant. Donc ça ramène peut-être l'idée, la technologie ou ces réalités évoquées qu'on peut transmettre. Écoutez, merci pour ces paroles, ces suggestions, ces visions, la petite histoire qu'on s'est racontée là tous les 5. Et j'espère qu'à distance, ça vous a intéressé. Et puis peut-être
à bientôt pour un prochain rendez-vous, pour une séance d'hypnose sur l'art numérique. Ayez confiance, ayez confiance. Voilà. Merci. Merci. À vous quatre.